Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonsoir, très heureux de vous retrouver et c'est non fin. Les vraies voies de l'été sont ouvertes, une nouvelle fois marquée par les intempéries. Nous allons braver l'actualité, mais toujours dans la bonne humeur. Au sommaire de cette émission, dans un instant, la question du soir. Ils débarquent ornés de leurs milliards, reçus en grande pompe par Emmanuel Macron, dans leur hôte du Père Noël, des milliers d'emplois et des parcs d'attractions. Vous avez reconnu les Saoudiens. Nous vous posons la question. Hashtag parc d'attractions. Les investissements saoudiens en France sont-ils une bonne nouvelle ? Et puis les écoliers s'apprêtent à reprendre le boulot. Au centre de l'actualité, les lycéens seront particulièrement scrutés. Auront-ils leur téléphone portable en main ? Car cela n'est plus possible théoriquement selon la loi. Pas simple car tant de gestes quotidiens éducatifs se font à l'aide du précieux smartphone. Nous ouvrons le débat à 18h05. Hashtag rentrée scolaire. La suppression du téléphone est-elle judicieuse ? Pour cela, vous réagissez au 0826 300 300. L'inégalable Zach est au standard et vous accueille. Et puis, bien sûr, vous donnez votre avis sur les réseaux sociaux et la consultation sur notre chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, voici nos vraies voix du soir. Oh là là, ils sont remontés. Alors là, nous avons des vindicatifs. Un vindicatif depuis son conseil municipal dans le Val-de-Marne, inscrit sans étiquette, et président de l'association Engagement France Solidarité, Michael Sherman, cravate attachée. Bonsoir Frédéric. Et toujours sourire, bien sûr. Bon, lui, l'une des révélations de la saison, on vous l'a dit, chef d'entreprise et chroniqueur sur la chaîne Rooftop Français, où quand les Asiatiques se disent « on existe aussi », Geoffrey Vupero. Bonsoir. Oh, il s'est pas bien mis devant le micro, Geoffrey, aujourd'hui. Bonsoir. Ah, bah voilà. Et puis le retour, l'incontournable, celui avec qui je passe de si belles vacances habituellement, mais qui était parti en vacances, il est revenu, conseiller régional d'Île-de-France et conseiller municipal à Orly, Monsieur Philippe Bouriaki. Ici présent. Bronzé, affûté, sportif. Sportif, un petit peu moins quand même. Ouais. Ça dépend pour sur le coude. Vous, c'est des sports de combat, vous, hein ? La légende le dit. Ouais. Mais vous ne m'avez jamais défié au judo, quand même, non ? Jamais. Très bien. Messieurs, vous êtes lancés, bien sûr, pour les vraies voix, mais avant, je vous le disais, spéciale tornade à Poma, dans l'Aude. Les vraies voix Sud Radio. Oui, parce qu'avant notre premier débat, nous voulions prendre des nouvelles de Poma, ce village proche de Carcassonne, touché par une terrible tornade hier en fin d'après-midi. Louis de Kergorlet, notre journaliste sur qui nous nous appuyons tout au long de l'émission. Louis, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, des dernières nouvelles avec, je crois, une intervention du préfet aujourd'hui. Tout à fait Frédéric, c'est Alain Buquet, préfet de l'Aude, qui s'est exprimé il y a une demi-heure. Il nous a apporté de nouvelles informations concernant le village de Poma. Avant de commencer toute intervention, il a tenu à exprimer sa solidarité avec les habitants touchés par cette tornade. On l'écoute. Les premières pensées vont aux victimes, aux sinistrés. Je crois que tout le monde a vu les vidéos de cette tornade qui a ravagé ce village. C'est un traumatisme pour les habitants, pour le maire bien sûr, l'équipe municipale. Et j'ai vraiment une pensée très émue pour ceux qui ont perdu beaucoup. Certains ont même tout perdu. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Concernant le bilan, une vingtaine de personnes ont été hospitalisées, mais heureusement aucun blessé n'inspire d'inquiétude. 50 personnes ont été évacuées vers des centres de secours. C'est en fait plus le matériel, les maisons qui ont été touchées. Dans le village de Poma, qui compte environ 1 millier d'habitants, ce sont plus de 300 maisons qui ont été touchées. Sur les 300 habitations, une centaine risquent de ne plus être habitables, selon Alain Buquet. Pour protéger ce qui peut encore l'être, des bâches sont en cours de déploiement dans la commune, puisque la pluie devrait tomber dans les prochains jours. Enfin, les gendarmes sont en train de déployer un périmètre autour des habitations pour éviter que des personnes mal intentionnées n'aient l'idée de voler ce qui peut encore l'être. Oui. Dans ces situations de crise, Philippe Bouriaki, il y a tellement de facteurs qui se chevauchent et il faut avoir les yeux partout. Pas simple, il faudra que les pouvoirs publics, que les assurances, tout le monde joue le jeu. Hein. Alors les assurances, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce que les tornades, je ne crois pas que ça rentre dans les clauses de catastrophe naturelle. Alors il faut après que l'État décide que ce soit catastrophe naturelle. Voilà. Ouais, mais même dans ce cas de figure, enfin, j'ai vu quelques débats qui suscitaient réflexion, alors qu'aux États-Unis c'est quelque chose qui est commun parce que ça arrive régulièrement. En France, on est très peu touché, mais on en a déjà eu quelques épisodes. Il y en a eu une dans le Val d'Oise, à côté de chez moi, d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Mais c'est pour ça que j'espère que l'intelligence collective et puis la solidarité nationale fonctionnent à plein tube sans
en discussion. Enfin, il n'y a pas de débat. Geoffrey, ça fait beaucoup cet été pour les habitants. On se retrouve à peu près avec les mêmes questions qu'on a eues avec les incendies. Comment l'État va réagir? Est-ce qu'il va servir de soupape comme il doit le faire? Est-ce que les assurances vont réagir aussi selon leurs obligations? C'est la question, et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir encore une fois. Ouais. Et avec finalement une situation devant laquelle on est tous très 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 impuissants, parce que encore une fois, Michael Sherman, ces tornades ne sont pas prévisibles. Donc, on sait qu'il y a des risques. On sait que l'été a des canicules, des feux de forêt, des orages, etc. Mais on ne sait pas par où ça arrive. On ne sait pas prévenir. Les tornades ne sont pas prévisibles, cher Frédéric. Après, c'est là où la gestion du risque et justement la prévention et se préparer au risque. Vous parliez des États-Unis juste avant. Ils ont plus de 1200 tornades par an. On en a à peine une dizaine, avec des risques qui sont moindres. Mais il y a notamment l'agglomération qui a annoncé ce matin qu'ils avaient prévu déjà il y a un an une solidarité des villes et des communes avoisinantes, et qu'ils seraient apparemment préparés à cette gestion de risque. Et après, il faut imaginer aussi que les pouvoirs publics, et c'est le rôle des gouvernants et des politiques, de pourquoi pas imaginer des bâtiments publics avec notamment des sous-sols aménagés pour ce type d'événement, pour pouvoir accueillir notamment les familles. Parce que il est dit, et vous qui êtes écologiste d'ailleurs, Philippe Bouriaki, il est dit qu'avec le dérèglement climatique, tout cela va se renouveler malheureusement. Clairement, mais simplement l'imprévisibilité des tornades sur notre territoire risque de compliquer les choses. Effectivement, il faut des abris, etc. Mais aux États-Unis, c'est très ciblé, c'est très localisé. Donc les gens sont préparés, c'est intégré. Lorsque vous faites des constructions, vous déposez un permis de construire, vous avez anticipé. Ça les empêche pas, les pauvres. Je pense à Miami, etc., avec les typhons et tout, de morfler malheureusement. Complètement. Mais il y a le dégât matériel qui est quelque chose évidemment important, mais il y a surtout les pertes humaines qui sont dramatiques. Bon, là, a priori, à Poma, donc Louis, vous nous le confirmez, pas de victimes, mais alors des situations poignantes, Louis. Exactement, comme on a pu en entendre ce matin, notamment à l'antenne de Jacques Cardoz. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-François, habitant de Poma, mais il est aussi directeur d'un établissement, la Glycine Blanche. On l'écoute tout de suite. On ne sait plus comment vivre. Enfin, pour l'instant, on est dans l'attente et on regarde les heures passer parce que j'ai plus de morale, on n'a plus de morale et voilà. On n'a plus de toit sur notre maison, le rez-de-chaussée est complètement dévasté, notre terrasse d'été avec la terrasse tropézienne sont complètement effondrées. Enfin bon, bref, le jardin ressemble à un champ de mine. Tout est détruit, voilà. C'est poignant évidemment, mais au-delà de ça, Louis de Kergorlé, je crois que vous avez essayé de joindre plusieurs habitants et quelque chose vous a marqué. Justement, c'est vrai que voilà, c'est arrivé en tant que journaliste, on couvre plusieurs catastrophes, que ce soit les incendies, etc. Mais sur cette tornade, j'ai trouvé les gens étaient particulièrement touchés. Vraiment, quand on leur parlait, ils n'étaient pas vraiment là avec moi au téléphone, ils étaient directement à penser dans l'après. J'ai notamment joint un plombier, je l'entendais, il était dans les décombres de son atelier, à essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Enfin, c'était assez marquant de mon côté. Ouais. Geoffrey Vupero, il y a un moment où hier nous parlions notamment avec Déborah Schumann, l'une des vraies voix régulières de cet été, qui est psychothérapeute et qui parlait de l'éco-anxiété. Les Français ont un été qu'il faudra digérer d'un point de vue psychologique. Oui, alors il y a une partie réelle du dérèglement climatique qui provoque effectivement des changements et qui engendre des accidents, des incidents de ce type. Je pense qu'on a besoin de faire confiance un peu au génie humain qui pourrait faire face à des changements encore plus graves à l'avenir, mais qui pourrait y faire face avec des méthodes d'adaptation suffisamment intelligentes grâce au développement de l'intelligence artificielle, de la robotique notamment. On est capable de faire face à tout ça, tout en ayant en vue l'idée d'avoir une croissance et non une décroissance. Oui, message pour les écologistes, c'est ça. Bon, Philippe Bouriaki, vous n'êtes pas un écologiste punitif, Philippe. Non, je suis un écologiste pragmatique. Pragmatique, c'est très difficile. Bien. Oui, non, mais c'est important parce que, encore une fois, c'est vrai, il y a l'intelligence artificielle, mais pour le coup, ça peut être quelque chose qui, d'une certaine manière, répond à toutes ces angoisses, ce sentiment d'impuissance que nous ressentons tous depuis le début de cet été, les canicules,
canicules, les feux de forêt, etc., etc. Merci Louis de Kergorlet. Donc bon courage à tous les habitants de Poma, à proximité de Carcassonne dans l'Aude, après cette tornade. Nous revenons dans un instant avec les vraies voix. Nous ouvrons le débat. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors, bonnes ou pas bonnes nouvelles? En tout cas, les Saoudiens veulent investir, et plusieurs milliards, sur le territoire français, avec des emplois. Est-ce que c'est bien tout cela? On en parle dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Vosfactures.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Le prince Mohamed Ben Salman est tombé dans les bras d'Emmanuel Macron. Les deux hommes ont validé hier dans les salons de l'Élysée un projet de 3 mégaparcs d'attractions, dont un consacré à Dragon Ball Z, je crois, dans le Val d'Oise, près de Cergy-Pontoise, à Courdimanche. 22 000 emplois directs devraient être créés pour un total de 6 milliards d'euros d'investissement saoudien. Votre question du soir, prononcez-vous, #parc d'attractions. Les investissements saoudiens en France sont-ils une bonne nouvelle? Vous allez nous donner votre avis au 0826 300 300 sur la chaîne YouTube. Je le rappelle, nous avons 3 snipers avec nous aujourd'hui, nos 3 vraies voix, Philippe Bouriaki, Geoffrey Vupero et Michael Sherman. Messieurs, petit tour de table avant. Alors, bonne nouvelle, Michael, vous qui êtes un francilien d'ailleurs. Je suis un francilien. Je me réjouis que des États étrangers, quelle que soit la nationalité, investissent en France, créent de l'emploi. Quelles que soient les pratiques dans leur pays? Quelles que soient les pratiques dans leur pays, je me réjouis qu'on crée des emplois en France. Ma réserve, elle est dans le sujet, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est un pays, apparemment, donc l'Arabie Saoudite, qui va investir des milliards. Mais le problème, c'est le sans condition. Quelles conditions avons-nous données? Pour moi, il y a une opacité. Où à tous les prix, on ne sait pas si ça sera des emplois français, si ça sera des emplois franciliens. On parle d'une échéance de 10 années. Je comprends la révolte de personnes, et même à l'époque, le 12 avril 92, Disneyland Paris avait été inauguré. Je connais la date puisque c'est mon anniversaire, donc en 92 ça a été inauguré. J'ai noté, hein, vous inquiétez pas, j'ai noté. Il y avait eu des manifestations, et aujourd'hui on voit les emplois créés et ce que ça a rendu. Donc il y a quelque chose de bénéfique. Le problème, et si on doit faire une comparaison, c'est que entre le Puy du Fou et un parc Disneyland Paris, je privilégierais toujours que l'objet du parc et le loisir qu'on va créer fasse la promotion de la culture française, et on va dire élève. La Dragon Ball Z, vous connaissez parce que vous êtes au Conseil régional d'Île-de-France, hein, monsieur Philippe Bouriaki. Dragon Ball Z, qui est-ce qui a choisi ça, Dragon Ball Z? Ah bah c'est un manga japonais, c'est un manga japonais. Ouais. Les Saoudiens ont obtenu la licence. C'est ceux qui investissent qui choisissent la thématique du parc. Maintenant, je vais vous révéler des confidences. Alors, je remercie la présidente de région Valérie Pécresse, mais aussi... On va l'écouter dans un instant, vous inquiétez pas. Aussi Alexandra Dublanche avec Choose Région Île-de-France, Patrick Caram au loisir, parce que ça fait 18 mois que nous travaillons en sous-marin pour que nous puissions l'avoir ici en France pour plusieurs raisons. Premièrement, comme vous l'avez dit, c'est un investissement de 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros qui vont bénéficier aux entreprises qui vont faire la construction. Et puis, en emploi direct, c'est 22 000 emplois directs. Il y a aussi tous les emplois indirects. C'est la précision, hein, pour répondre à Michael Sherman qui disait que ce seront des emplois ici. Quand on parle d'emploi direct, c'est-à-dire c'est sur place, donc des gens qui vont à Courdimanche, qui descendent au RER Cergy-Pontoise, et puis des gens qui vont habiter autour, etc. On voit avec Séry et plusieurs villes autour de Marne-la-Vallée qui ont bénéficié tout à fait, qui ont bénéficié de l'essor de Disney et l'agrandissement du parc. Mais Manille-le-Hongre, tout à fait. Torcy. Mais il y a aussi, j'en ai plein, hein, je peux... Lorogne, Potocombo et Moranville. Chalifert. Oh là là, Montchel. Non, mais le truc, c'est que il y a aussi tous les emplois indirects. Et là, il faut les multiplier par 3. Et je crois qu'on devrait se réjouir et dire cocorico, bravo que ça soit ici en France, parce que sur le business plan, sur la vitesse de croisière, on aura 7 millions de visiteurs. Mais qui vont pas que visiter Dragon Ball Z. Oui. Ils vont visiter aussi Versailles, ils vont visiter la Tour Eiffel, ils vont visiter tous les monuments de France. Donc, quand on parle de patriotisme, mais le rayonnement va se faire. Vous êtes convaincu. Alors, je l'ai précisé, vous êtes au Conseil régional. Écoutons justement Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France,
France. Donc vous venez de le dire, hein, aussi leur travail, c'est Emmanuel Macron qui a validé, mais évidemment, rendons à César ce qui est à César, en l'occurrence à Valérie Pécresse que nous écoutons. Non, vous ne rêvez pas. Dragon Ball arrive en Ile-de-France. Oui, Son Goku aura son parc. Un parc à quelques encablures de Paris, près de Cergy-Pontoise, sur l'ancien site de Mirapolis. C'est une très grande décision, d'une ampleur aussi historique que l'implantation du parc Disney à Marne-la-Vallée. Et oui, cela va conforter l'Île-de-France, première destination touristique mondiale. En version bande-annonce, hein. Non, vous ne rêvez pas, Geoffrey Vupéro. Bon, ça vous fait rire, oui. Non, je trouve Valérie Pécresse très charismatique. En réalité, non, je trouve que c'est une bonne nouvelle à proprement parler. Il y a beaucoup d'emplois et comme c'est ma génération, c'est notre génération en réalité, les mangas c'est quelque chose de très. D'ailleurs, vous pourriez nous aider. Dragon Ball Z, c'est un manga, c'est-à-dire c'est un dessin animé japonais. C'est un manga, donc une bande dessinée japonaise qui se base sur un conte mythique du voyage vers l'Ouest. Vous entendez, Julien Delmas, notre réalisateur, nous envoie un petit. Merci Julien Delmas, qui est un habitué. Hein, ouais. Ah, super. Ouais. Tous les souvenirs d'enfance. Après, par contre, et sans votre respect, les Saoudiens sont intelligents, ils connaissent le fonctionnement du capitalisme et ils savent que la France est le deuxième marché du manga au monde. Et donc, c'est pas une réussite d'Emmanuel Macron d'avoir réussi à faire venir des Saoudiens. Non, probablement, le Conseil régional a travaillé pour mettre en application le dossier, mais les Saoudiens savaient très bien que c'est en France que ça marcherait parce que le marché le plus gros largement en Europe et probablement le premier au monde après le Japon. Mais c'est bien aussi que la France soit attractive. Enfin bon, c'est très bien. Mais je veux bien qu'on dise qu'il n'est pas tout réussi, mais quand il y a quelque chose qui se fait aussi. Donc je lui reconnais très bien cette petite réussite, cette belle réussite d'ailleurs. Bon. Mais on voit bien que c'est se jeter sur la moindre réussite qui est pas forcément uniquement de son fait. 0826 300 300 Ludovic de Mont-de-Marsan dans les Landes. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Frédéric, bonsoir à vos intervenants. Bon, vous aimez Dragon Ball Z, vous connaissiez ou pas, non? Oh, je connais de nom, mais c'est pas ma tasse de thé. Ouais, c'est comme moi. Et puis, je ne suis pas de cette génération-là. Eh ben, comme moi. Moi, c'était Casimir, c'est pour vous dire. L'île aux enfants, ça marcherait pas. Voilà, vous avez connu. Bon, vous en pensez quoi? C'est bien quand même cette histoire d'investissement saoudien en France ou pas? Alors, recevoir des investissements, c'est toujours positif. En plus, avec la création d'emplois directs, bien sûr, on peut quand même trouver du positif. Après, est-ce que ça va être des emplois directs saisonniers, mi-temps? Il faut quand même se poser la question. Également, se poser la question des terres mises à disposition. Est-ce que c'est des terres agricoles, des friches? Voilà. Alors, vous savez que c'est un vieux. Alors, justement, Ludovic, en fait, c'est un ancien terrain. Moi, je connais assez bien, donc parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'habite pas très loin. Avant, il y avait Mirapolis, c'est ça. Qui a fermé en 91. Et depuis, il n'y avait rien sur ce terrain, c'est incroyable. Bon, voyez, Ludovic, allez-y, continuez, Ludovic. Ouais. Oui, après moi, si vous voulez, ce qui me dérange un peu, c'est la nature du parc. On dirait que ça amuse en fait le gamin de l'Élysée d'avoir un parc d'attractions supplémentaires. Alors que on a désindustrialisé le pays, le chômage est au plus haut. Mais il se réjouit de ça, alors que la France rayonnait par le passé par sa culture, son patrimoine. Alors bien sûr, il va y avoir des retombées économiques, mais lesquelles on ne sait pas. Et si on l'essaie. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est, si vous voulez, c'est qu'on ne sait plus produire de la richesse française, du savoir-faire français, et entre guillemets, on donne des terres, ou on loue des terres à des investisseurs étrangers. Ouais. Alors, qui vont aussi s'en servir. Alors, Ludovic, vous ouvrez le débat et on va vous emboîter le pas parce que c'est intéressant. C'est vrai que, par exemple, le football français, il connaît un immense succès en Ligue des Champions. Le club de la capitale a remporté 2 fois la plus prestigieuse, mais sans les capitaux du Qatar, pour le coup, on n'y serait pas arrivé. C'est un petit peu ce qu'il dit, Ludovic. C'est-à-dire que la France seule, mais finalement, Michael Sherman, on est à une époque de l'internationalisation, non? C'est inévitable ou pas? De toute façon, c'est un marché globalisé où c'est au plus offrant.
Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'on ait aujourd'hui des fortunes françaises et des réussites françaises qui sont jalousées tous les jours dans notre pays et qui aujourd'hui se refusent d'investir dans notre pays parce qu'ils savent que soit... Alors ils investissent dans le luxe, c'est-à-dire par exemple leur domaine. Vous en nommez un, mais aujourd'hui la majorité des investisseurs français, ce qui me fait de la peine moi, c'est qu'ils aillent ailleurs et qu'ils n'investissent pas dans notre pays. C'est ça la réalité. Si dans un marché vous avez le choix, vous avez un marché libre où les Français peuvent investir, mais c'est des étrangers qui viennent investir. Alors tant mieux parce qu'on a réussi à vendre la France à l'international, mais c'est aussi parce que ça devient un terrain de jeu pour les capitaux étrangers. Ouais. Alors ça c'est pour le coup c'est le dada de Geoffrey Vupero, chef d'entreprise qui fait notamment le lien entre la France et la Chine. Vous le connaissez désormais. Pourquoi les Français ils sont un peu timorés ou les contraintes qui pèsent sur les entreprises françaises ne permettent pas autant, Geoffrey? Oui, c'est absolument ça. Le problème c'est que pour être compétitif face à d'autres pays, Arabie Saoudite dans le cas de l'investissement, mais la Chine et d'autres dans d'autres domaines, dans d'autres pays, il faut qu'on ait les bonnes conditions, les conditions nécessaires pour pouvoir mettre en avant le génie français entrepreneurial. Il y a des génies en France, il y a des gens qui sont capables de monter des entreprises de grand succès. Malheureusement, ils sont très ralentis par des impôts trop lourds, par des normes trop lourdes. Et d'ailleurs, on parle souvent de Mistral, mais c'est l'intelligence artificielle française. En réalité, le problème, c'est qu'à cause des normes, ils ont décidé d'aller installer leur système d'apprentissage aux États-Unis. Donc vous dites que c'est plus facile pour une entreprise, pour des capitaux étrangers qui se gèrent eux-mêmes avec leurs propres règles, d'activer des projets sur le territoire français que pour les entreprises françaises. Même étant donné fiscalement, c'est comme toutes les entreprises étrangères qui arrivent en France, finalement, trouvent des moyens fiscaux pour se fiscaliser dans le pays d'origine, qui est moins élevé qu'ici, donc évidemment. Philippe Bouriaki, je reviens sur votre conseil régional d'Île-de-France. En quoi vous avez pu agir? Parce que vous êtes félicité, nous vous félicitons. C'est une victoire, on est d'accord. C'est une victoire collective. Mais comment on peut agir? Comment on peut activer des leviers? Nous, à la région Île-de-France, on a une agence qui s'appelle Choose Paris Région, qui chaque année reçoit à peu près 1000 demandes d'investisseurs étrangers. On les accompagne pour qu'ils puissent s'installer en Île-de-France, pour qu'ils puissent créer des emplois. L'année dernière, c'est 440 projets qui ont abouti et c'est 8000 à 10 000 emplois directs qui ont été créés. Donc vraiment, notre rôle à la région Île-de-France, c'est d'attirer un maximum d'investisseurs, qu'ils soient français ou non. Mais là, pour l'Arabie Saoudite, il a fallu aller directement les voir ou ils étaient intéressés? Ils étaient intéressés. Je voudrais juste dire qu'on n'était pas tout seul. Quand j'entends que Geoffrey, à juste titre, il dit c'était facile, on savait que ça allait se faire ici. Pas du tout. Il y avait l'Angleterre qui a fait un dumping de fou pour les avoir. Et il y a autre chose, l'Espagne qui était sur un prix ultra attractif. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, l'avantage de la France, c'est que c'est un carrefour de l'Europe. C'est-à-dire que vous venez d'Allemagne, vous venez de Belgique, etc. Donc ça, c'était un avantage majeur. Mais il a fallu vraiment tout mettre sur table et aussi, je peux vous assurer et faire confiance à Valérie Pécresse, d'obtenir les garanties pour que les emplois soient français. Alors, attention, il y aura certaines personnes, et on l'a vu à Disney au début, lorsque tu as besoin de quelque chose de spécifique en hôtellerie, tu as des gens qui viennent de l'étranger. Oui, bien sûr, et puis les artistes, après, s'il y a des spectacles... Tout à fait, mais tu auras 22 000 emplois directs, et je voudrais surtout rappeler les emplois indirects et tous les produits locaux qui vont être consommés sur place. Avec tout ce que ça entraîne, bien sûr. Bon, c'est passionnant. On va marquer une petite respiration, puis on a le résultat de la consultation. Quentin Saunier nous rejoint dans un instant. On va savoir ce que vous en pensez, vous les auditeurs de Sud Radio. Les investissements saoudiens en France sont-ils une bonne nouvelle? On en parle dans, 1 minute et des poignées de pincelles de Dragon Ball Z. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Vosfactures.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Est-ce que vous avez pris votre ticket pour aller à Dragon Ball Z? Ça, c'est dans quelques années, mais en tout cas, à côté de Cergy-Pontoise. Oui, méga parc d'attractions, et c'est donc l'œuvre d'une coopération entre la France et l'Arabie Saoudite. Nous vous posons la question, #parc d'attractions. Les investissements saoudiens en France sont-ils une bonne nouvelle? On en a parlé avec nos 3 vraies voix, avec vous au standard, au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix, Geoffrey Vupero. Il se trouve qu'il y a Philippe Bouriaki, conseiller régional, le conseil régional d'Île-de-France, qui est partie prenante dans cette affaire, et puis bien sûr Michael Sherman. Voilà. Alors vous 3, vous êtes exprimés, vous aussi les auditeurs, mais pas encore ceux qui se sont prononcés sur la chaîne YouTube. Oui, Frédéric. Bonjour Quentin Saunier. Bonjour Frédéric.
On vous a posé cette question sur notre chaîne YouTube. Les investissements saoudiens en France sont-ils une bonne nouvelle? Et vous répondez non à 89%, en très grande majorité. Oui, vous nous laissez beaucoup de commentaires, parfois énervés même. Sandra qui nous dit « Après le Qatar, Emmanuel Macron a trouvé un autre allié à qui vendre la France avant son départ. » Et on a Jocelyne qui nous dit « Avec tout l'argent qu'ils ont, les Saoudiens vont mettre en péril les autres parcs d'attractions. » Ah oui, il y a aussi la concurrence. Bon, vous comprenez ce côté crainte des investisseurs étrangers, Philippe Bouriaki? Non, écoutez, on va pas se le cacher. Si ça avait été les Allemands, ça aurait fait pas de vague. Là, parce que c'est l'Arabie Saoudite, on sait très bien derrière l'ambiance morose qui est nauséabonde. Par contre, quand nous on vend des Rafales ou des sous-marins ou des avions ou des bateaux saoudiens, ça pose aucun problème. Il n'y a pas ce côté nauséabonde. Qu'on arrête. Ça sera la loi française. En même temps, on voit bien qu'ils sont les alliés. Des contrats français et c'est des emplois directs. On en a besoin. On a besoin de gens qui cotisent pour nos retraites, qui cotisent pour la sécurité sociale, qui cotisent pour France Travail. Donc, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, vous savez que les vignobles sont quasiment en train d'être achetés par les Chinois. Oui, c'est ce que dénoncent les auditeurs quand ils disent c'est vrai qu'il y a pas mal de biens importants qui sont vendus. Quand on regarde sur la place parisienne, il y a tellement d'édifices qui ont été rachetés par des investisseurs étrangers. Bon, sur l'aspect Arabie Saoudite, faut rappeler, on le voit bien dans le conflit avec l'Iran, les États-Unis, le monde occidental fait plutôt alliance avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est pas sur la scène internationale un adversaire. Je pense qu'il faut distinguer les débats géopolitiques et stratégiques avec les investisseurs, ou alors sinon on n'accueille plus aucun investisseur en France et on arrête le business. Le défi qu'il va y avoir, si on peut en tout cas donner un challenge à nos politiques et à nos gouvernants, moi je fais confiance. Je suis sans étiquette politique, mais je fais confiance à la présidente de région. Le défi que va avoir la présidente de région, qui est aussi présidente d'IDF Mobilité, c'est que si on doit accueillir 5 à 7 millions de nouveaux visiteurs et notamment liés au tourisme, ça serait bien que le RERC marche après 23h30. Je dis ça, je dis rien. Et donc ils vont devoir adapter. Parce que quand je sors du match de Ligue des Champions au Parc des Princes, je peux plus rentrer chez moi. Justement, c'est un défi stratégique et de vraiment structurel, parce que si on rajoute 5 à 7 millions de visiteurs par an qui vont prendre le RER A, qui est déjà bien, on va dire, utilisé par les riverains, saturé. Donc et donc ça va être un défi. Je pense que ça va être un défi, et je crois que c'est la 15 qui mène notamment la dernière ligne, puisqu'on en est à 14 pour l'instant et 15. Voilà. Donc ça sera un défi pour les politiques. Bon, et sur les investissements étrangers, on comprend quand même, Geoffrey Vupéro, que ça fasse bizarre quand même, parce que... Bien sûr, on est en train de, comme je disais tout à l'heure, on est en train de vendre le potentiel français à des investisseurs étrangers. Et excusez-moi monsieur, mais c'est pas parce que les gens sont pas d'accord avec une idée que vous proposez qu'ils sont forcément nauséabonds. Si c'était l'Allemagne, ça me dérangerait tout autant. C'est pas parce que ils sont saoudiens. Vous pouvez l'appeler Philippe. Pas de souci. Pas de problème. Philippe, il est dans la posture. Non, mais je trouve ça dommage en fait. Ils ont des arguments aussi, les gens. Ils sont pas forcément nauséabonds parce qu'ils ont dit qu'ils sont pas d'accord. Enfin, c'est un peu facile quand même. Mais ça peut aussi être depuis 24 un rejet. Un peu facile quand même. On va pas se le cacher. Ce qui pose problème pour certaines personnes, c'est le mot Arabie Saoudite et donc une intégration, une infiltration de la France. Ce qui peut être pas mal, parce qu'il y a aussi quand même de sacrés problèmes de droits de l'homme, rappelons-le. Bon, après c'est la démocratie, c'est le débat, c'est important. Qu'il y ait des gens qui soient contre. Dans ces cas-là, qu'on arrête de vendre notre matériel en Chine. Il n'y a pas des problèmes de droits de l'homme en Chine. On parle du Tibet, on peut parler des Ouïghours, on peut parler des conditions de travail. Non mais on peut très bien lancer les sujets. Non mais j'ai pas de souci là-dessus. Donc il y a le business, mais ça ne doit pas empêcher évidemment de parler des droits de l'homme, de parler mais notre fonctionnement de notre démocratie, c'est pas la même qu'il y a autre part. Et je voudrais en tout cas saluer le MBS, Mohamed Ben Salman, qui a fait des progrès considérables là-dessus. Vous êtes un proche du coup, maintenant vous l'appelez MBS. Non, pas encore. Pas encore. C'est son surnom médiatique. Comment vas-tu MBS? Non mais quand on voit les conditions et les droits de la femme, comment elles ont évolué sous sa, c'est pas encore son. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Mais de là où on partait il y a quelques années et l'évolution qu'il a créée, l'impulsion, parce qu'il a quand même grandi dans les pays occidentaux, il a aussi cette mentalité que nous avons. C'est même pas le sujet. Enfin, moi en fait ce qui me choque, c'est qu'encore une fois, quand on n'est pas d'accord, on est nauséabond. C'est encore les boîtes. En fait, je reviens là-dessus parce que ça me choque à chaque fois et très souvent quand on a des débats, c'est ça, extrême droite, nauséabond, pas gentil. Bah non, je suis désolé, les gens ils ont le droit de pas être d'accord sans être traités de racistes. Enfin, c'est compliqué. Quand c'est Disney qui a investi, on n'a pas eu le même sujet. On n'a pas eu le même problème. C'est pas vrai. Il y avait des manifestations, parce que c'était des terres agricoles. Là, c'est pas le cas. Là, c'est des friches. Les vraies voix, c'est passionnant et vous êtes
performant, donc forcément on pourrait rester des heures là-dessus. Mais vous avez votre tour de table. Les vraies voix Sud Radio. Alors, j'ai 3 sujets qui ont été apportés par nos 3 snipers. On va commencer, allez, par vous, Geoffrey Vupero, justement. Parce que vous voulez revenir sur LFI, notamment Mathilde Panot, encore ce matin. Le parti s'en prend aux milliardaires français. Alors, puisqu'on parlait justement des investisseurs, faisons le lien, allez-y. Oui, on est vraiment dans le sujet. C'est Mathilde Panot qui s'attaque un peu dans son état d'esprit, son idéologie assez acquise aux milliardaires en souhaitant plus ou moins leur disparition, en reprenant leurs richesses pour pouvoir les redistribuer. En réalité, finalement, le concept devient, et à l'avenir, dans les prochaines décennies, va prendre un peu plus de sens parce qu'avec l'avènement de la robotique et de l'intelligence artificielle, on va avoir besoin de recorréler la création de richesses avec les travailleurs. C'est parce que l'intelligence artificielle permet d'augmenter énormément la productivité à tel point qu'il va y avoir une vraie tendance illogique entre les travailleurs et les détenteurs du capital. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on permet pas aux entreprises françaises, aux entrepreneurs français de créer cette indépendance en productivité. Et donc, si on augmente les taxes et qu'on encourage finalement les milliardaires qui, eux, ont toujours leur solution à partir, ils vont partir aux États-Unis. Là-bas, les États-Unis vont avoir du capital pour investir. Ils auront des intelligences artificielles potentiellement qui pourront potentiellement à terme générer un revenu universel aux Américains. Mais si on n'a pas l'outil de production ici, les Américains ne vont pas être gentils, ils vont nous offrir le revenu universel. Dont acte, mais les arguments d'LFI, alors je vous demande pas de les défendre, Michael par exemple, mais c'est de dire c'est bien un petit peu de répartir les richesses. C'est ça quand même l'idée. Non mais d'accord, mais là le problème c'est que ce parti aujourd'hui LFI, ils veulent créer le chaos, ils veulent stigmatiser la réussite sociale, ils veulent utiliser la richesse comme cible pour s'attaquer et gagner des voix et gagner des voix à nouveau à l'Assemblée. La réalité... Alors ils mettent des plafonds quand même, parce que vous dites les richesses, ils disent les milliardaires, ils disent pas les millionnaires. Et je veux dire, qui aujourd'hui ne veut pas améliorer sa qualité de vie, qui aujourd'hui ne veut pas que ses enfants aient de plus belles vacances, qui aujourd'hui ne veut pas que sa situation à la fin du mois ne peut être à découvert le 5 du mois et évoluer dans la vie active. Donc aujourd'hui, cette hypocrisie de la France insoumise, de cette Mathilde Panot et tous les autres de sa clique qui aujourd'hui stigmatisent la réussite sociale, c'est de l'hypocrisie parce qu'ils gagnent 7 000 € brut par mois. Donc je veux dire, ils stigmatisent en fait ceux qui sont. Mais non, mais je veux dire, c'est qu'en fait, ils stigmatisent, ils mettent une cible sur ceux qu'ils sont. Bon, ils font partie de la haute classe aujourd'hui française et en fait, ils veulent mettre une cible sur les riches. Mais les riches aujourd'hui, c'est eux, ils se gavent avec l'argent des Français pour pas grand chose et pour semer le chaos à l'Assemblée nationale. Alors les milliardaires, quand même, c'est bien plus que 7 000 €, forcément, Philippe Bouriaki. Les milliardaires, quand même, quand on les voit au quotidien, on se dit il y a deux mondes différents. Pourquoi il y a des gens qui vivent normalement, puis il y en a d'autres qui sont hyper privilégiés. On peut s'émouvoir qu'on a 10 millions de personnes qui sont dans le seuil de pauvreté et qui souffrent au quotidien et qui ont du mal à boucler la fin de mois. Mais opposer les uns et les autres, surtout les créateurs de richesses, les chefs d'industrie français qui ont montré que ça marche et que ça peut que se développer, c'est complètement stupide parce que Geoffrey l'a très bien dit, ils ont 1 milliard de solutions. Ça ressort un coup de clic maintenant, un token, ça y est, ils se barrent et qu'est-ce qu'on fait après? Bernard Arnault, c'est 40 milliards d'euros d'impôts qu'il a payés en l'espace de 20 ans. Je voudrais juste remettre. Alors bien sûr, il s'attaque pas aux millionnaires parce que sinon Jean-Luc Mélenchon serait concerné et donc par conséquent, on va éviter de toucher. Il s'attaque aux propriétaires aussi, aux grands groupes. Mais simplement, c'est vendre du rêve à ceux qui souffrent au quotidien. Pour justement, Michael l'a dit, essayer de récolter toute la colère populaire, être un vrai parti populiste pour avoir plus de postes à l'Assemblée. Et sur ce thème donc de LFI, alors j'essaye de faire un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire je les défends, parce que vous avez compris autour de la table, personne ne défend LFI ce soir, mais ça tourne, tous les avis. Vous vouliez revenir, alors la déclaration, Michael Sherman, les préfets ne sont pas nos amis. Exactement. Lors de l'université d'été de LFI, ça vous a aujourd'hui particulièrement inspiré quelque chose? Je voulais faire le lien, donc nous sommes le 25 août, Paris était libéré le 25 août 1944, et où est-ce qu'a été officialisée cette libération de Paris? C'était la préfecture de police de Paris.
le général qui avait renommé Paris Paris Gross, von Scholtitz, signé la capitulation allemande en préfecture de police de Paris. Et donc quand j'ai entendu notamment ce fameux Jean-Luc Mélenchon qui a fait le choix de ne pas se faire élire à l'Assemblée nationale pour laisser le chaos et dire c'est pas tellement de ma faute si ils foutent le bordel à l'Assemblée nationale. C'est permis, Jean-Luc Mélenchon, d'attaquer les préfets, mais Jean-Luc Mélenchon a oublié ce que les préfets ont apporté à la France. Ça fait 226 ans dans ce pays que Napoléon avait créé les préfectures et les préfets en 1800. Qui sont là pour appliquer en fait la politique de l'État. Ce sont les représentants de l'État sur le terrain. Vous savez, les préfets, ça fait 226 ans, quelle que soit l'alternance politique, quels que soient les partis politiques au pouvoir, ils servent la France. On a eu des grands préfets. On a eu Jean Moulin. Vous savez, ce parti politique de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, ils veulent avoir des discours polarisants en faisant passer tous les défenseurs du drapeau français pour l'extrême droite. Mais Jean Moulin, vous savez, en juin 1940, il s'est tranché la gorge parce que les Allemands, les nazis, pas les Allemands mais les nazis, avaient voulu faire passer des bombardements allemands en disant que les tirailleurs sénégalais, c'est eux qui avaient fait des victimes françaises et qui avaient égorgé des femmes et des enfants. Le préfet Jean Moulin avait vu les photos et n'avait pas voulu signer. On l'a torturé, Jean Moulin. Il a refusé de signer que c'était des tirailleurs sénégalais qui combattaient pour la France, qui avaient notamment torturé et qui avaient égorgé des femmes et des Français. Et ça, c'était un préfet qui servait la France. C'est-à-dire qu'il a refusé, exactement, il a refusé de signer avec la pression et la torture des nazis. Et c'est pour ça que sur de nombreuses photos, vous voyez Jean Moulin avec une écharpe, parce qu'il cachait, donc il a survécu à cette tentative de suicide, in extremis. Il a permis de rassembler toutes les forces de libération, qui a permis notamment la libération de Paris. Donc hommage à nos préfets et en ce jour particulier de la libération de Paris. Et donc voilà, donc je m'oppose au discours pour moi destructeur et de division de Jean-Luc Mélenchon. On a bien compris. Bon, dans un instant, nous poursuivons le tour de table. Ça sera évidemment au tour de Philippe Bourriaki. Tout de suite après la respiration. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Ils ne laisseront rien sous silence. Les trois vraies voix ce soir, Geoffrey Vupero, Philippe Bourriaki, Michael Sherman. C'est au moment de leur tour de table qu'ils se révèlent. Bien sûr, nous avons nos grands débats et tout à l'heure, nous parlerons de la rentrée scolaire et notamment de ce fameux téléphone portable interdit aux lycéens. Ça, c'est notre grand débat. Mais revenons sur les autres sujets d'actualité. Philippe Bourriaki, alors, l'élu que vous êtes, l'homme de terrain, voudrait revenir sur, alors je cite, la bureaucratie et l'incohérence de l'administration. Alors c'est un vaste sujet. Complètement. Voilà. On est confronté à un problème. Il y a le terrain et il y a ceux qui sont dans les bureaux. Alors je ne dis pas qu'ils sont incompétents. Je dis juste que quand t'es trop dans le bureau, t'es déconnecté du terrain. Moi, j'ai vu cette vidéo, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vue, de cet homme de bonne foi qui dépose un permis de construire, qui construit son garage et qui a juste un peu de macadam à être fait, mais lui, il ne peut pas intervenir dessus. Et vous avez quelqu'un, l'administration, qui vient, qui donne les consignes. Alors, l'exécutant, il fait ce qu'on lui demande de faire, point barre. Et quand le type, il dit, mais attendez, moi j'ai une marge de 14 cm, je peux pas rentrer mes bagnoles. Alors, première chose qu'on lui dit, on dit, ouais, non, mais c'est pour les PMR, sauf pas de bol, il y a un gros poteau en plein milieu, donc le PMR, le trottoir est de l'autre côté. Après, on leur dit, il faut que la pente... Personne à mobilité réduite. Tout à fait. Ou personne évoluant dans un environnement qui réduit leur mobilité, en vérité. Et après, on lui dit, mais il faut que la pente, elle fasse... 2%. Sauf que le niveau de son garage, il est au même niveau que son bateau d'habitation. Et son bateau d'habitation, il est à 16%. Et il fait le tour de tous ses voisins à côté. Tu as 24, 32, enfin, c'est un truc incohérent. Donc, bon, il va en justice. Oui. À juste titre. La justice se déclare quasiment incompétente et donc lui donne le déboute une première fois. Il va en appel, donc il fait un dossier avec expertise, enfin tu vois, etc. Il est à nouveau débouté. Et le pire, c'est qu'il peut même pas y toucher lui-même parce que là, du coup, ça devient du pénal. Mais c'est la multiplication des lois qui fait le problème, non ? Parce que non, on est quand même spécialiste pour trouver là il faut que ce soit 2 cm, là il faut que ce soit allongé, là il faut que ce soit couché. Alors si c'est 2 cm, si c'est 2%, ça doit être 2% partout. C'est-à-dire que tu peux pas en l'espace de 3 mètres avoir quelqu'un à 16%, oui, non, un mais autre après, à 20%. il se peut très bien qu'en fonction de l'arrivée de l'eau, je ne sais quoi. Non, mais il est au même niveau. Il est au même niveau. La vidéo est surprenante. On parle d'un cas précis. Alors le cas précis, on n'est pas là pour le voir. Je me suis rendu compte. Votre sujet, il est très pertinent comme à chaque fois parce que vous l'êtes, mais
mais il y a effectivement ce côté administratif qui est pesant. Je me suis rendu compte que souvent, quand quelqu'un de l'administration fait une erreur, il y a tout un bloc, une corporation qui se met autour pour ne pas reconnaître l'erreur. Et c'est humain de faire des erreurs. On peut se tromper, ça arrive à tout le monde. Mais c'est pas grave, on rectifie, on va de l'avant et on avance. Et là, vous avez tout un bloc, on lui dit une première fois, mais on l'a vu dans plein de cas de figure. Et c'est souvent coupable mais pas responsable. Et ça, c'est un peu ennuyeux. Lorsque tu as des gens qui payent des impôts, ils veulent aussi avoir un peu de considération. Ce qui doit être fait dans la légalité doit être fait dans la légalité et doit être normé. Sauf que là, on tombe sur une aberration totale. Le mec, il a un garage, il peut pas rentrer ses véhicules. Ouais. J'ai regardé hier chez nos confrères de France 2, d'ailleurs, dans le journal, présenté par l'excellent Jean-Baptiste Marteau, qu'on salue. Et il y avait un voyage à Belém au Brésil et le principe c'est là-bas c'est la débrouille, c'est-à-dire il n'y a pas de bureaucratie pour dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, mais au bout d'un moment on est aussi bien content d'avoir nos garde-fous quand même, Michael Sherman. Le problème et le défi qu'on a en tant que politique, c'est qu'on doit toujours composer avec une administration. Oui. On est élu en mairie pour un mandat de 6 ans, alors comme il y a les présidentielles, ce sera peut-être un mandat de 7 ans. Mais vous avez face à vous une continuité de l'État qui est, on le disait, depuis 226 ans par les préfets et par une administration, des fonctionnaires qui sont là pour, normalement, appliquer avec les lois françaises le programme, l'orientation politique. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait toujours cette difficile équation entre le politique et l'administration. Le problème, c'est l'excès de zèle. C'est que parfois, il peut y avoir un excès de zèle, et s'il n'y a pas le politique derrière, pour justement apporter du bon sens, parce qu'il représente pendant 6 ans la voix du peuple, ou lors d'un quinquennat, etc. D'accord. Mais c'est aussi là excès de zèle, mais excès de loi aussi, quand même, parce que... Alors c'est pour ça aussi que le législateur doit être efficient et appliquer un programme, on l'a vu aux États-Unis avec Elon Musk, et de soulager notamment les normes, et je pense que ce sera le défi des politiques les prochaines années. Bon, vous êtes tous les deux des élus, c'est pour ça que je voulais vous confronter dans votre quotidien d'élu. Vous, conseiller municipal, vous l'êtes aussi, mais en plus conseiller régional, vous cumulez, Philippe Bourrier. Affirmatif, mais je ne cumule pas les indemnités. Bon, voilà, très bien. Alors justement, nous, on va avoir un sacré challenge parce que on passe carrément au niveau au-dessus, c'est-à-dire ministre. Laurence, bonsoir Laurence. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Vous nous appelez d'où ? De Saint-Martin-de-Londres, zone Pic-Saint-Loup. Ah oui, ouais. Donc là, on est en Occitanie, hein ? Oui. Voilà. On a échappé à la tempête. Oui, ça va chez vous ? Pas de violents orages hier ? Pour une fois, nous ne sommes pas inondés, parce que Saint-Martin a talent pour être sous l'eau, mais là, non. Bon. Et si vous passez par là-bas en vélo, c'est magnifique pour s'entraîner, évidemment. Alors, Laurence, voilà votre tâche du soir. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Voilà. On nous l'envie, ce jingle. Laurence, ce soir, vous allez un petit peu nous chauffer pour le grand débat de 18h qui sera consacré à la rentrée scolaire. Si vous étiez ministre de l'enseignement dans le degré qui concerne alors les collèges, les lycées et tout cela, allez-y, votre programme, Laurence, en 3 points. Pourquoi les collèges et les lycées ? Moi, je suis enseignante dans le 1er degré. Eh ben, allons-y. Alors, faites-vous plaisir. Dont on ne parle jamais. Profitez du fait que vous soyez ministre pour justement imposer votre signature. Allez-y. Oui, c'est-à-dire qu'à la différence des ministres, je ne me permets pas d'avoir d'avis sur ce que je ne connais pas. Donc, le 2nd degré n'est pas mon domaine. Alors, allez-y. Le 1er degré, oui. Donc, moi, il y aurait trois directions que je prendrais forcément. Il y a la question des inégalités territoriales en premier, qui doivent être impérativement évaluées. La deuxième, ce serait la question de la qualité des enseignants et notamment de la polyvalence dans le 1er degré. Et la troisième chose, ça serait la prévention et la santé des personnels et des élèves. Alors, sur la répartition territoriale, quelle est la solution ? Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille sur tout le territoire. Oui. Alors le problème, c'est que pour l'instant, l'inégalité territoriale, elle n'est perçue que par le prisme du type de public accueilli. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des familles monoparentales ? Est-ce que il y a beaucoup de chômage, etc. Et moi, je pense qu'il faut impérativement, je pense que les élus locaux qui sont là vont comprendre ce que je dis, il faut impérativement évaluer les inégalités territoriales en termes de qualité des bassins éducatifs. C'est-à-dire que pouvoir évaluer le nombre d'équipements sportifs et culturels dont
on dispose, savoir quel est l'état du tissu médico-social et paramédical local. Parce que sinon, on fait du pilotage à l'aveugle. Et c'est ce qui se passe quand on met en place des mesures aussi crétines que dire on va faire du sport tous les jours à l'école. Oui, et d'ailleurs, et autant solliciter d'ailleurs les clubs sportifs pour faire le job plutôt que les instituteurs qui ont autre chose à faire. Donc en fait, c'est aussi une erreur. Moi je le pense. C'est l'idée de sous-traiter au secteur privé quelque chose que les enseignants c'est pas du tout le secteur privé, ce sont des clubs, des associations. Ce sont des associations. Les associations, c'est quelque chose qui recrute des salariés ou des bénévoles, mais ce n'est pas l'État. Bon, donc, c'est un débat. Oui, mais j'ai compris. J'ai compris parce que. Le tissu associatif, comme disait Rocard, est trop pauvre. Il n'y aura pas les ressources. Et là, vous creusez des inégalités. Bon, alors donc c'est le premier aspect. Oui, Laurence, le deuxième point, rapidement, allez-y, revenez sur le deuxième point. La qualité des enseignants, c'est-à-dire que dans le premier degré, la qualité des enseignants, c'est-à-dire qu'il faut impérativement parvenir à recruter une diversité de profils pour avoir une polyvalence. C'est-à-dire qu'on ne formera pas les scientifiques de demain en les confiant aux littéraires d'hier. On est vraiment pas bon sur le domaine de moins en moins bon sur le domaine mathématique. C'est aussi parce que majoritairement dans le premier degré, il y a très peu de matheux. Donc vraiment, la polyvalence est importante. Et au-delà des maths et du français, parce que toutes les portes d'entrée culturelles sont d'autres portes pour entrer dans ces disciplines dures, entre guillemets. Et maintenant, on a aujourd'hui des enseignants qui ne savent pas diriger une chorale, qui pensent qu'un coloriage c'est de l'art, etc. Donc, si vous appauvrissez la polyvalence, vous appauvrissez l'enseignement. C'est très intéressant, Laurence. Alors, vous savez ce qu'on va faire, parce que, je l'ai dit, avec vous, ministre de l'Éducation, on lançait le grand débat. Ce qu'on va faire, le grand débat va arriver dans un instant, donc vous restez avec nous. On va revenir avec vous, vos propositions et puis les questions de rentrée. Mais là, il est question d'infos. À tout de suite. Restez bien avec nous, Laurence. Vous écoutez Les Vraies Voix. Vous intervenez, vous les auditeurs de Sud Radio. 17h-20h, Les Vraies Voix Sud Radio. 9h, Frédéric Brindel. Les Vraies Voix de l'été, deuxième partie. Apprêtez-vous à reprendre vos crayons, cahiers et gommes. La sonnerie va retentir dans quelques jours. Les portes du lycée bientôt vont se refermer. Et c'est là que nous en parlerons donc, en tout cas dans un instant, avec les Vraies Voix du soir. Le toujours très dynamique et remonté et très classe si vous le regardez sur la chaîne YouTube. Costard cravate toujours. Michael Sherman, conseiller municipal inscrit sans étiquette et président de l'association Engagement France Solidarité. Bonsoir Frédéric. Toujours aussi classe, effectivement. Alors lui aussi, mais c'est plus côté chemise blanche, posée. C'est le chef d'entreprise, chroniqueur sur la chaîne Rooftop Français, où quand la communauté asiatique s'exprime. Geoffrey Vupero. Bonsoir. Voilà. Classe aussi, je le disais. Alors, lui, habituellement, il est toujours en costume, et là, aujourd'hui, il est arrivé un peu sport, parce qu'il revient de vacances. C'est Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France et conseiller municipal à Orly. Bonsoir. Ouais, vous êtes venu en avion. Ouais. Pratiquement. Un petit truc d'aviateur. Mais c'est du meilleur effet. Bon, vous êtes tous prêts à reprendre le chemin de l'école? Ben oui, on va débattre. Les Vraies Voix Sud Radio. L'école rouvre ses portes avec son lot de tensions et de promesses, comme celle d'Édouard Philippe, qui souhaite augmenter les salaires des enseignants s'il est élu, comme le ministre de l'Éducation nationale, qui veut interroger les élèves sur les violences sexistes et sexuelles. Et puis cette nouvelle loi qui interdit les téléphones portables à nos lycéens. Seulement problème, ils s'en servent aussi pour travailler dans l'enceinte de l'établissement. Notre grand débat ce soir, #rentrée scolaire. La suppression du téléphone est-elle judicieuse? Écoutez ce que disait le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey. Il tenait une conférence de presse cet après-midi sur la question des téléphones. Les écrans font l'objet d'une forme d'addiction qui constitue, à mon sens, une véritable urgence sanitaire. Nos adolescents passent en moyenne 4h40 par jour sur les écrans. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une année, ils passent plus de temps devant leur téléphone qu'en cours. Et évidemment, principalement sur les réseaux sociaux. Toutes les enquêtes scientifiques montrent que nous faisons face à un processus de destruction cognitive massif. Bon, il y avait urgence, on est d'accord, Philippe Bouriaki, il y a urgence. C'est pas simple, mais il y avait urgence. Carrément, c'est une très bonne loi. On se demande pourquoi elle n'a pas été votée et adoptée avant. Le seul bémol,
Moi, je pense au corps de l'éducation nationale, des surveillants, des CPE, etc. Comment le faire appliquer et dans quelles conditions garantir leur sécurité, parce que on sait très bien qu'un élève énervé peut tenir des propos outrageants et humiliants. On sait qu'il peut y avoir des situations conflictuelles. On sait qu'il peut y avoir des grands frères ou des grandes sœurs à la sortie qui peuvent molester des personnes qui pourraient réquisitionner, en tout cas confisquer les téléphones. Les sanctions, c'est dans le cas des lycées, les grands frères sont déjà les grands frères dans le lycée, donc en plus, parce qu'ils sont costauds aussi, quoi. C'est ça. Donc ça va être très compliqué à mettre en place. Comment on assure la sécurité du personnel qui doit appliquer cette loi? Geoffrey Vupero, ça ressemble un petit peu à cette loi dont on avait parlé, interdiction des réseaux sociaux pour les plus jeunes. On dit c'est difficile à mettre en place. Ça ressemble un peu à ça aussi. Oui, alors je suis... Effectivement, c'est un problème sanitaire probablement, puisque ça cause des problèmes d'attention. Ça empêche les jeunes, les enfants en particulier, de sortir, d'aller avoir une activité physique. Et surtout, en réalité, on est là face à un changement anthropologique de taille qu'il faut penser. Encore une fois, il faut penser ces sujets-là. Il faut savoir qu'on est en train de devenir, qu'on le veuille ou non, au quotidien, chacun d'entre nous, avec le téléphone à la main comme extension de notre bras, on est en train de devenir... Ce que fait Philippe Bourriaki qui regarde une vidéo, d'ailleurs vous êtes en émission, Philippe. En ce moment même. Et on vous regarde, c'est-à-dire les gens vous regardez votre vidéo là. C'est parfait. Et qui regarde les gens? J'ai rien vu. Mais bon, en tout cas, pour dire qu'on est en train de devenir tous des cyborgs, et c'est très important Comme Philippe Bourriaki. Mais c'est ce qui se passe là, en l'occurrence, après c'est un adulte, donc c'est un petit différent, je me permettrai pas. Mais par contre, ce qui m'a vraiment plus surpris, c'est Philippe, votre intervention sur le fait que c'est une évidence que le personnel dans les lycées sont en danger physique. C'est quand même complètement parce qu'il y a plein de cas de figure quand même, Geoffrey. Il va falloir avoir une réaction radicale sur ces sujets-là. C'est pas possible que dans l'enceinte d'un établissement. De la part de qui? Parce que les professeurs, les pauvres. D'ailleurs, les vraies voix. Nous accueillons Jérôme Fournier, professeur d'histoire géo et secrétaire national du syndicat SE-UNSA. Bonsoir, Jérôme Fournier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bon, on commence à planter le décor. Restez avec nous. Je voulais juste demander à l'une de nos vraies voix, Michael Sherman, si déjà cette nécessité de combattre la consommation, hyper-consommation du téléphone, il le voyait. Vous qui êtes jeune, Michael Sherman. On le voit aussi, et puis notamment toutes les conséquences que ça crée sur le psychisme et sur la santé mentale de nos jeunes, avec notamment le cyberharcèlement, etc. Après, je pense que le débat d'éloigner les jeunes du téléphone portable doit aussi s'opposer au débat de comment préparer cette jeunesse à utiliser les nouvelles technologies, le téléphone et l'IA. Bah oui, c'est un petit peu ce que disait Geoffrey. On est en train de se faire dépasser aujourd'hui par d'autres pays qui apprennent notamment via l'apprentissage à utiliser l'intelligence artificielle. Moi, j'ai une amie, son fils est dans une école privée. Ils apprennent et ils autorisent l'IA aux enfants en période d'examen, mais l'enfant et l'élève doit expliquer comment il a utilisé l'IA. Quel prompt il a proposé à l'IA pour justement avoir des réponses, et donc l'IA commence à être autorisée dans le secteur du privé, dans des examens qui sont pas reconnus au niveau national. Mais je veux dire, cette réflexion, elle doit aussi, en parallèle de ce débat de l'usage du téléphone et du psychisme des enfants, l'IA est là de toute façon, on ne pourra pas l'éviter. D'autant que là, on parle d'adolescents puisqu'on est au lycée. Alors, Jérôme Fournier, bon, moi j'ai ma fille qui rentre en terminale, donc à chaque fois je regarde sur Pronote, elle regarde les notes, tout ça, on est bien d'accord. Jérôme, vous les professeurs, vous leur demandez d'utiliser aussi leur téléphone dans le cadre de l'activité scolaire. Donc il y a contradiction. Ah oui, c'est certain que le téléphone, l'utilisation qu'on leur demande, c'est pour des raisons scolaires et pédagogiques. On leur demande pas de l'utiliser autrement, vous imaginez bien. Oui, bien sûr. Alors, quelques exemples. Donc, Pronote, pour ceux qui n'ont pas d'enfants de cet âge, c'est tout simplement le suivi des notes, les programmations des contrôles, etc., les devoirs à faire. Donc, tout est là-dessus. Quelles sont les autres, on va dire, manipulations avec le téléphone que vous leur demandez, Jérôme Fournier, aux élèves ? Alors, on peut leur demander d'utiliser pour faire des recherches en classe, par exemple, ou vous parliez de l'IA. Il y a l'enseignement de SMT en seconde qui permet d'utiliser un ordinateur ou pourquoi pas un téléphone pour apprendre des compétences numériques. Mais dans certains lycées, on utilise aussi le téléphone pour badger, pour aller à la cantine
on utilise le téléphone pour emprunter un livre au CDI. Donc il y a diverses utilisations du téléphone possibles dans un lycée et toutes liées à l'école, bien évidemment. Ouais. Dites-moi juste, il y a quand même quelque chose qui vient en tête là. Aujourd'hui, il n'y a plus un élève qui n'a pas un portable parce que du coup, si vous leur demandez de badger alors qu'ils n'ont pas de téléphone portable, on est d'accord, il n'y en a plus un qui n'a pas un portable. Oui, je pense qu'il y en a plus. Alors après, ils sont pas obligés de badger avec un téléphone. Hein. Il y a des cartes physiques pour badger qui existent toujours, mais c'est normal. C'est des élèves qui ont 15, 16, 17, 18 ans, donc ils ont plutôt envie d'utiliser leur téléphone pour badger. Je vous confirme. Une carte comme papa. Je vous confirme, effectivement, ils en ont besoin. Ils ont besoin. Alors bon, on a planté le débat avec Jérôme Fournier, professeur d'histoire géo, secrétaire national du syndicat SE-UNSA. Nous avons Laurence qui est avec nous. Vous êtes toujours avec nous, Laurence, oui, tout à fait. Dans le Pic Saint-Loup. Bon, vous avez entendu tous les éléments. On doit marquer une petite respiration et on se lance dans notre débat du soir. Donc la suppression du téléphone est-elle judicieuse ? #rentrée scolaire. La suppression du téléphone est-elle judicieuse ? Vous nous donnez votre point de vue au 0800 26 300 300 et vous donnez votre avis sur la consultation de la chaîne YouTube. Bien sûr, il y a cette question, mais nous parlerons également de l'augmentation suggérée par le candidat Édouard Philippe des salaires des enseignants et puis bien sûr des questionnaires sur les abus sexuels, les dérives sexistes, etc., etc. Le débat est lancé, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. L'interdiction des téléphones portables dans les lycées pourra être effective dès la rentrée. Je cite, c'est une annonce du gouvernement. Les syndicats d'enseignants expliquent déjà qu'il sera totalement impossible de la mettre en place en si peu de temps. Notre débat, #rentrée scolaire, la suppression du téléphone est-elle judicieuse ? Dites-nous ce que vous en pensez, notamment sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Au 0826 300 300, on va retrouver Laurence dans un instant. Notre grand témoin ce soir, c'est Jérôme Fournier, professeur d'histoire géo et secrétaire national du syndicat SE-UNSA, nos trois vraies voix, Geoffrey Vupero, Philippe Bouriaki, Michael Sherman. Tiens, je commence par vous, Laurence, au 0826 300 300. Vous avez entendu le point de vue d'un peu tout le monde. Il faut l'interdire, ce téléphone, au lycée. Alors, je sais que votre spécialité, c'est le premier degré, mais là, ils sont grands, nos lycéens, non ? Alors, ce que j'ai entendu, surtout d'abord, je voudrais juste pour les auditeurs dire que le troisième point concernait la santé et la prévention à l'école. Donc avec la question du téléphone. On va y revenir, mais ceux qui nous rejoignent. Oui, voilà, Laurence. On va y revenir parce que ceux qui nous rejoignent ne sont pas au courant de ce que vous avez dit, donc ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Alors, votre point de vue, allez-y. Mon point de vue, ça va être de constater que sur ce plateau, ce sont essentiellement des urbains qui sont là. Et que moi, dans le milieu rural, si mes enfants collégiens n'avaient pas eu de téléphone, lorsque un prof n'était pas là et qu'il risquait de se cogner 3 heures d'études à 300 élèves dans un amphi avec un pion qui hurle en bas, j'étais contente qu'il puisse m'appeler rapidement, parce que faire défiler 60 élèves à la vie scolaire pour appeler papa et maman pour les enfants qui ont des transports scolaires, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Ensuite, sur la question de la santé, sur la question du téléphone par rapport à la santé des enfants, je suis avec le ministre sans souci, ça serait bien qu'il se pose la question des 900 médecins pour 12 millions d'élèves. Voilà. Parce que le téléphone, et qu'il se pose aussi la question, parce que je ne pense pas qu'on ait deux ministres différents, de pourquoi il nous demande impérativement de développer l'école du numérique, voire les tablettes en maternelle, comme je l'ai eu en formation. Voilà, c'est un peu bizarre comme positionnement. Pour moi, cette mesure, c'est un enfumage qui a l'avantage de ne pas coûter cher pour l'État et qui permet de changer un peu de sujet par rapport au traditionnel poids des cartables que l'on nous envoie à la rentrée. Voilà, et donc de se donner aussi bonne conscience. Alors, Jérôme Fournier, sur ce qui est dit, que précise cette loi finalement ? C'est bien dans l'enceinte, c'est-à-dire que par exemple, si l'élève, le lycéen, doit quitter plus tôt parce qu'il y a des cours qui sont annulés et qu'il doit appeler pour qu'on vienne le chercher, il n'y a pas de transport en commun, il peut après reprendre son téléphone. C'est vraiment dans l'enceinte, hein, Jérôme Fournier, c'est ça ?
Alors, j'ai pas entendu la question, excusez-moi. Bon. J'étais avec la régie. Très bien, d'accord. Merci la régie d'avoir parlé. Oui, Jérôme Fournier, on est bien d'accord que l'interdiction du portable, c'est uniquement dans l'enceinte. Et s'il y a besoin d'appeler papa et maman parce que les cours sont arrêtés plus tôt, on peut... il y a le téléphone portable après. La loi, elle prévoit, comme pour le collège, que par défaut, dans l'enceinte du lycée, le portable est interdit. Après, ce sera à chaque lycée de définir s'il veut y mettre des exceptions. Donc, c'est le règlement intérieur qui permettra d'interdire. Pour l'instant, mardi prochain, personne ne pourra interdire le téléphone portable. Il faut que le règlement intérieur soit réécrit dans ce sens. Donc, d'abord, on réécrit le règlement intérieur et on y liste les exceptions qu'on veut y mettre. Sauf que dans certains établissements, il avait déjà été interdit, quand même, le téléphone. Oui. En dehors de ceux dans lesquels c'est déjà interdit et de ceux qui ont anticipé fin juin, début juillet. Mais le prochain conseil d'administration, il n'aura pas lieu la semaine prochaine. Comment se fait-il que certains aient anticipé et pas d'autres, alors, Jérôme Fournier ? Parce que le ministre a encouragé les chefs d'établissement à anticiper à la fin de l'année scolaire. Donc, il y en a quelques-uns qui ont anticipé dans ce sens. Ouais, c'est brouillon quand même, c'est brouillon. Si on devait rendre un petit commentaire, comme vous le faites si bien, nos professeurs, ensemble, brouillon et pas souvent cohérent. C'est un peu ça le problème, Jérôme Fournier, non ? Ah ben ça c'est certain, mais c'est la communication du ministère qui rend brouillon. Il pourrait très bien annoncer aujourd'hui que la loi s'applique puisqu'elle est promulguée, mais qu'il faut attendre que les règlements intérieurs aient été adaptés pour que ce soit effectif dans les lycées. Pour répondre à votre question tout à l'heure, si dans la cour, par exemple, on estime que les élèves peuvent accéder à leur téléphone portable, dans ce cas-là, ils ne seront pas obligés de sortir dans la rue, ce qui serait peut-être problématique par endroit, parce qu'il y a des lycées qui donnent sur des rues passantes et si tout le monde se met à sortir pour aller consulter son téléphone, ça va pas arranger les choses. Donc, chaque lycée pourra y mettre les exceptions qu'il veut. Ouais. Bon, autour de la table, les vraies voix, qu'est-ce que ça vous inspire ? L'incohérence de la loi, Geoffrey Vuperrault ? Oui, en réalité, je comprends la réflexion. Comme disait Mickaël tout à l'heure, effectivement, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on arrive à l'ère de l'intelligence artificielle et il faudrait en parallèle de l'interdiction de ces réseaux, de ces téléphones, appliquer des cours spécifiques avec l'utilisation de téléphone ou d'intelligence artificielle. Mais en réalité, on voit bien qu'on se pose des questions, il faut que ce soit bien clair. Là, on se pose la question, à quel moment on a le droit d'utiliser le téléphone ? Est-ce que c'est à la sortie de la classe ? Est-ce que c'est... En fait, c'est encore le flou et ça pose problème pour la crédibilité. Autant Philippe Bouriaki, on peut le comprendre, au collège, ils sont petits, c'est bien qu'ils n'aient pas de téléphone, tout ça. Mais là, pour les lycéens, là, on est vraiment en présence d'un dilemme. D'un grand dilemme, mais comme je le disais tout à l'heure, ça va être très compliqué pour les équipes éducatives de faire respecter la loi, d'avoir du discernement, d'avoir des gens qui peuvent avoir des sauts d'humeur. Moi, je voudrais répondre à l'auditrice qui... Elle a raison, nous sommes des urbains, mais c'est pareil pour les enfants des villes, quand même. C'est-à-dire que mais c'est pareil. Quand votre enfant doit rentrer dans un métro ou dans un RER, vous êtes bien content d'avoir aussi le téléphone quand le téléphone n'a pas été volé. Tout à fait. Aussi, et donc ça marche aussi. Ma fille a 2 téléphones. Elle a son iPhone. Alors moi, je suis Android, donc ça a été tout un combat, mais elle a réussi à gagner. Vous êtes un Android ? Ah non, vous avez un Android. Moi, je suis sur Android, iPhone. Pour moi, c'est une secte parce que dès que tu touches l'iPhone, t'es obligé d'avoir toutes les applications iPhone et qui va avec. C'est pas grave, c'est pas le souci. Mais donc elle a réussi à avoir son iPhone, mais elle a 2 téléphones en vérité. L'iPhone, il est à la maison et elle a un tout petit téléphone à clapet que tu déroules où elle ne peut qu'appeler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de navigation internet dessus, il n'y a rien du tout. Vintage. Donc et puis une fois on a voulu lui voler, donc elle a dit tenez mon téléphone, le type a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse avec, et donc ça a évité une agression. On a Julie au 0826 300 300 dans les Yvelines. Bonsoir Julie. Bonsoir. L'idée d'interdire les téléphones, c'était quand même intéressant. Je vous comprends, c'était ça l'idée, vous, hein ? Alors moi, en fait, c'est pas interdire, c'est de toute façon limiter. Et comme les enfants sont pas capables toujours de se limiter seul, comme les adultes d'ailleurs, il est bon en effet de mettre des règles. Parce que de toute façon, ça permet de pas avoir le téléphone tout le temps avec soi, ça permet de communiquer entre nous dans la classe, ça permet finalement de s'ennuyer et de réfléchir, ça permet de pas être dans l'anxiété de la réponse immédiate, ça permet tout un tas de possibilités et je suis tout à fait d'accord avec notre dernier intervenant qui disait les enfants peuvent avoir un simple
simple téléphone à touche avec simplement 2-3 contacts pour appeler en cas d'urgence. De toute façon, on peut vivre sans, même dans les campagnes. Nous, on a vécu à l'époque très très bien son téléphone et on communiquait, on avait toujours la possibilité de se débrouiller entre nous, entre copines, entre copains. Non, je crois que maintenant ça m'ennuie de voir dans les restaurants, les gens ne communiquent plus, ils ne partagent plus, les enfants sont seuls sur leur téléphone, les adultes sont des fois seuls aussi sur leur téléphone. Non, il faut arrêter, quoi. C'est clair. On est d'accord, Julie. Moi aussi, j'avais pas de téléphone et c'est vrai qu'on s'en débrouillait. Sauf que Geoffrey Vuperrault l'a rappelé tout à l'heure et Jérôme Fournier aussi qui est avec nous et je vais me retourner vers vous, Jérôme Fournier. Il y a aujourd'hui des obligations. Alors tout est numérique, tout est analogique. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure parce que ça se retourne contre les utilisateurs. Mais est-ce qu'il y a, Jérôme Fournier, je le rappelle, professeur d'histoire géo, secrétaire national du syndicat SE UNSA, quand Julie dit c'est une histoire finalement de dosage, est-ce que vous savez faire, vous, est-ce que vous avez la possibilité, sans qu'il y ait cette loi assez brouillonne finalement, de dire là c'est le moment du téléphone, là c'est pas le moment du téléphone, vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas? Dans la plupart des cas, bien sûr qu'on y arrive. Si, en fait, la loi précédente, enfin qui n'était pas une loi, mais le décret précédent permettait déjà au lycée d'interdire le téléphone s'ils le souhaitaient. Donc ceux qui l'ont fait, c'est bien parce que eux n'y arrivaient pas, parce qu'ils avaient peut-être un public plus difficile à gérer et qu'ils avaient besoin d'écrire dans un règlement intérieur que le téléphone était interdit et ils listaient à quel endroit il était interdit. Mais dans la plupart des cas, on arrive à le gérer. Après, il est nécessaire de le gérer néanmoins. On ne peut pas accepter qu'en classe, notamment, les élèves utilisent leur téléphone pour autre chose qu'une activité pédagogique qui serait donnée par le prof. En classe, on est là pour apprendre, on n'est pas là pour surfer sur n'importe quel site et regarder des vidéos. Donc les choses sont claires pour tout le monde. Mais ce que nous, on regrette, c'est qu'on calque la loi du collège, c'est-à-dire qu'on applique à des enfants entre 11 et 14 ans, à des grands adolescents, des préadultes, et dont, enfin, vous et moi, on est parents, on élève nos enfants avec des interdits qui petit à petit se relâchent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Bien sûr. C'est comme ça qu'on fait grandir nos enfants. C'est comme ça qu'on leur permet d'accéder à l'autonomie. Et cette loi, en fait, elle fait pas ça. Elle ne fait pas de discernement entre les plus jeunes d'entre eux, les collégiens, et les plus âgés, les lycéens, auxquels on pourrait appliquer des lois différentes. Mais la loi, dorénavant, elle dit la même chose pour tout le monde. Bon, alors, c'est très intéressant. Vous savez, il y a plusieurs choses à voir. La première, donc, la question que nous vous posons, la suppression du téléphone est-elle judicieuse? Vous avez donné votre avis. Dans un instant, Quentin Saunier va vous donner le résultat de la consultation. Je voudrais juste vous poser après une question, Jérôme Fournier, sur l'histoire de l'augmentation de salaire promise par Édouard Philippe aux enseignants. Je voudrais aussi vous faire conclure sur le sujet, Michael Sherman. Bref, on revient. Restez bien avec nous, c'est la rentrée scolaire et c'est passionnant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. .fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Nous sommes en pleine rentrée scolaire, hashtag rentrée scolaire, la suppression du téléphone est-elle judicieuse? C'est la question qu'on vous pose, on en parle avec le très visionnaire Philippe Bouriaki, le très perspicace Michael Sherman et le très posé Geoffrey Vuperrault. Alors, Quentin Saunier, que disent les auditeurs, que répondent-ils à la suppression du téléphone? Est-elle judicieuse pour les lycéens? Eh bien, ils répondent oui à 81% et ils laissent aussi beaucoup de commentaires. On a Bertrand qui nous dit « En théorie, c'est une bonne idée, mais ça sera impossible à appliquer. » Et justement, on a Albert qui nous le montre. Il dit « Impossible dans le lycée de mon fils. Ils en ont besoin pour aller manger à la cantine. Une simple carte doit être trop dure à faire. » Oui. Maintenant, on mange aussi des téléphones portables. Bon, alors, nous avons la chance d'avoir Jérôme Fournier avec nous, professeur d'histoire géo et secrétaire national du syndicat SE UNSA. On a bien compris que on vous avait encore envoyé comment dirais-je, un puzzle à monter avec 10 000 pièces, mais vous êtes encouragé par certains candidats. Édouard Philippe vient de dire, alors ça c'est bon, les promesses évidemment à chaque fois, Michael Sherman, il faut quand même augmenter le salaire des enseignants parce que faut aussi créer des vocations. Tout à l'heure Laurence qui était dans le rôle de la ministre nous disait il faut les attirer aussi quoi.
Il y a deux sujets. Il y a le sujet que vous disiez de Laurence notamment et de ses propositions si elle était ministre. Après, c'est bien d'opposer urbain et rural, mais il faut aussi parler des Outre-mer. On parle jamais des Outre-mer, mais Mayotte, c'est 24% de chômage, 17%, 16% de chômage à La Réunion, Martinique et Guadeloupe. Pour la carte scolaire, c'est-à-dire comment donner envie à des professeurs d'aller enseigner dans des endroits où ce n'est pas évident. Donc c'est deux débats que je distingue entre les propositions de notre auditrice et enfin avec notre invité du syndicat de l'UNSA. Donc augmentation, oui. Même s'il n'y a plus d'argent, même s'il n'y a plus de budget. C'est facile de promettre en campagne électorale ce qu'on veut. Dire qu'on va augmenter les fonctionnaires, qu'on va remplacer les départs à la retraite, mais la réalité c'est que tout n'est pas possible. Le président Emmanuel Macron avait promis de ralentir la dette et notamment de revenir avec des grandes promesses, des grands chiffres en milliards qui ne parlent pas aux Français qui a découvert le 5 du mois. Enfin, je veux dire, c'est bien de promettre à des petits fonctionnaires qui gagnent 2200 € net par mois qui vont être augmentés, mais qui payent à part les Français. Enfin, je veux dire, c'est bien de faire des promesses avec les impôts des Français, mais aujourd'hui la facture, si demain on vous fait un cadeau, il y a rien de gratuit en France, c'est vos impôts. Donc est-ce qu'on a des capacités financières de promettre? C'est ça la question. Moi, je suis bien dans un monde de bisounours, c'est de dire on va augmenter les fonctionnaires. Bon, toujours est-il que il y a aujourd'hui une nécessité. Alors c'est pas vous qui allez dire le contraire, Jérôme Fournier, en tant que syndicaliste et professeur, j'entends bien, mais au-delà de ça, vous êtes bien d'accord que l'idée, c'est si on n'augmente pas, on va perdre des vocations. C'est ça le cœur du souci? On ne fait pas venir à nous des jeunes étudiants qui pourraient devenir professeurs, mais on risque de faire fuir ceux qui sont déjà en poste, parce que le nombre de démissions augmente chaque année, parce que les conditions de travail se dégradent, parce que la rémunération n'est pas à la hauteur. Dans beaucoup d'entreprises privées, les salaires augmentent, pas toujours au rythme de l'inflation, mais la suivent tant bien que mal. Dans la fonction publique, jamais. Quasiment jamais. Ouais. Et c'est le principe de l'offre et de la demande. On a un chef d'entreprise autour de la table, Geoffrey Vupero. Alors je sais que vous êtes plutôt tendance à dire oui, mais ça coûte cher pour l'État, tout ça. Mais en même temps, ils sont en position de force parce qu'il faut bien aussi enseigner et éduquer nos enfants. Et si vous ne mobilisez pas les gens, les motivez pas en les payant au juste prix aussi, voilà. Bon, merci mille fois, Jérôme Fournier. Bonne rentrée à vous, avec ou sans portable. En tout cas, moi, je sais que ma fille qui rentre en terminale, forcément elle va y aller, elle en a besoin, j'ai compris, je ne lui interdis pas. Voilà, donc si vous êtes parent, même s'il y a une loi, en fait la loi elle n'est pas applicable, bref, c'est un peu compliqué. Bon, allez, c'est pas grave. Merci à vous Jérôme Fournier, tout de suite l'info en plus. Merci. Les vraies voix Sud Radio. Et l'info en plus avec Louis de Kergorlet qui revient, il était en début d'émission, il revient. L'info consacrée à ce mouvement qui est en train de se monter suite au piratage du fisc. Vous voyez, on parlait de l'intelligence artificielle, du numérique, on continue. Plusieurs centaines de victimes se joignent à une action collective contre l'État, c'est ça? Exactement, une centaine de personnes qui se sont associées hier dans une plainte collective. C'est ce qu'a annoncé Jérémy Roche, qui est un avocat spécialisé en numérique du côté de Béziers, qui va donc représenter ce collectif de plaignants. Des personnes considèrent avoir subi un préjudice plus important que d'autres, mais on retrouve pour la plupart des personnes avec à minima un préjudice moral. Voilà pour ces déclarations. L'action en justice s'appuie sur l'article 82 du RGPD, Règlement général sur la protection des données, en vigueur depuis 2018. Alors, c'est un petit peu technique, mais je vais essayer de vous la faire simplement. Donc, toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du règlement peut réclamer réparation aux responsables du traitement, du coup, au niveau de l'État. Pour répondre à ces questions, j'accueille mon invité, Scheherazade Aboub, avocate associée au cabinet Alérion Avocat, spécialiste en droit du numérique. Bonjour. Bonjour. Bonjour maître, ou bonsoir. Bonsoir, vous avez raison. C'est vrai qu'il fait encore jour. Bonsoir. Donc déjà, je voulais vous demander par rapport au point de loi sur le RGPD que j'avais cité avant, est-ce que pour vous, il y a déjà, est-ce que cette plainte est recevable en fait ? Oui, tout à fait. C'est un fondement envisageable de mobiliser cet article que vous avez cité et qui permet, lorsqu'on a une violation de données personnelles, d'aller justement réclamer la réparation de ce préjudice. Alors, bon, les vraies voix ont plusieurs questions pour vous, maître. Michael Sherman. Maître, bonsoir. Il y a à peu près plus de 500 000 attaques aujourd'hui. Il y a donc sûrement des parties civiles, un collectif ou une association de victimes qui veulent attaquer l'État. Est-ce que vous croyez vraiment que le procureur de la République, aujourd'hui,
ne va pas freiner ce type de collectif, parce que au vu du nombre d'attaques par an, les tribunaux qui sont déjà extrêmement sollicités, est-ce que franchement c'est réaliste qu'on instruise chaque plainte de citoyen qui va attaquer l'État, parce que l'État de toute façon n'est pas préparé à ce type d'attaque, autant si ça vient d'organisations criminelles ou d'organisations para-étatiques ou étatiques. Donc est-ce que vous croyez vraiment que la justice va pouvoir accepter et traiter ce type de plainte? Maître. Alors, il faut y croire parce que c'est un gage de confiance. Quand ça touche à nos administrations, c'est essentiel que de pouvoir à un moment avoir des actions possibles, parce que sinon on n'aura plus confiance en nos administrations et ça produira des effets néfastes. Deuxième chose, les administrations commencent à davantage se préparer. On a vu la communication gouvernementale sur le sujet a été tout de suite maîtrisée, assumée. Donc, ils ont pris le sujet à un bon niveau. 3, le risque de cyberattaque, malheureusement, il est systémique. Quelle que soit l'organisation, publique, privée, tout le monde est visé aujourd'hui. Et surtout, 4, il faut pas se dire que ça n'est pas possible de lutter contre ce risque. On peut mettre en place des moyens et c'est justement là-dessus que va porter le débat devant le juge. Mais je comprends, effectivement, le sujet ne doit pas polluer nos tribunaux. Il va falloir trouver une manière de le gérer. Oui, parce que parti comme ça, effectivement, il risque d'y avoir des embouteillages. Geoffrey Vuperrault. Alors effectivement, bonsoir maître, le problème de l'administration et de la confiance de la population en l'administration est très important. Et ma question est la suivante, est-ce que finalement, même si on porte plainte contre l'État, on arrivera à identifier des responsables? Est-ce qu'ils seront renvoyés? Est-ce qu'ils seront démis de leurs fonctions? Comment est-ce qu'on évalue ça? Alors, ça va être tout le travail du juge. Malheureusement, ça, je ne peux pas le prédire ni prévoir la manière dont le procès va s'ordonnancer. Par contre, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas hésiter, en tout cas, lorsqu'on est victime d'une cyberattaque, à aller déposer plainte, à aller devant les tribunaux, puisque plus le sujet sera important, plus les moyens aussi seront mis sur la table par nos gouvernements pour lutter contre ce risque et cette menace systémique. Bon, qui derrière, on n'en parle pas, a des conséquences graves pour les individus. Oui. Philippe Bouriaki, l'État a été montré du doigt, et à juste titre quand même. Il a été montré du doigt, mais il a surtout fait preuve de transparence. Immédiatement, ils ont communiqué et immédiatement, ils sont rentrés en contact avec les usagers dont leurs données ont fuité. Mais ça relève un vrai problème. Depuis longtemps, on veut tout dématérialiser, enlever l'humain de plus en plus. Donc, on rentre dans la robotique, la cyber IA, etc. Ouais. Et derrière, on voit bien que c'est pas un coffre-fort, quoi. Il y a plein de voies d'entrée et de plus en plus, d'autant plus que le fisc a été attaqué 2 fois dans la même semaine. Bon, voilà, ça commence vraiment à devenir très pénible et angoissant pour nous tous. Donc, en tout cas, merci d'avoir joué à la transparence. C'est pas un coffre-fort parce qu'on n'est pas bon. Oui, alors, on n'est pas bon. Ça, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure. Moi, j'ai vu un reportage, alors toujours à la télé, parce que je regarde aussi la télé. Ça fait 2 fois que je donne un exemple, mais bon, l'Estonie, qui est un pays qui finalement a mis en place tout un système. Maître Sherazade Aboub, qui, je le rappelle, est donc avocate spécialiste du droit numérique. Au niveau européen, il n'y a pas moyen d'uniformiser, parce qu'on le rappelle, l'Estonie fait partie de l'Union européenne. Comment ça se passe là au niveau du droit ? Au niveau du droit, le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, l'article 82 que vous avez cité en tout début d'interview, c'est justement un texte européen inspiré de notre loi française, la loi informatique et liberté que nous avons depuis 1978. Donc on a des efforts colossaux qui ont été mis en place pour protéger les données personnelles, sous l'égide aussi de la France, on peut en être fier. Et bien évidemment que là, sous l'arrivée massive et l'utilisation massive de l'IA, il y a énormément de choses qui sont en train d'être publiées et rédigées par la Commission européenne pour encore plus protéger nos données à caractère personnel qui vont être encore plus exposées qu'avant du fait de cette digitalisation croissante et massive dont vous parliez. Donc si au niveau européen, on peut en être fier et vous savez, dans le monde, il y a peu de textes aussi bien écrits que notre RGPD est aussi protecteur en tout cas des droits et des libertés fondamentales
Et on l'a beaucoup vécu avec ce contexte de politique. Alors, on vous provoque, en plateau. Ne vous inquiétez pas, maître, je vais vous aider, je viens à votre secours. Alors, Geoffrey Vupéro, vous n'êtes pas convaincu, vous dites on est mauvais. Alors, il y a quand même ce droit européen, sauf que je reprends mon histoire des Estoniens et je reprends l'histoire de la France. Donc, il y a, comme chaque règlement européen, une interprétation. Donc, pour le coup, il y a vraiment faiblesse de la France, pas de l'Union européenne, Geoffrey. Oui, mais ce qui m'interloque, ce qui m'amuse, je dirais, c'est qu'on se félicite d'une loi ou de la RGPD européenne qui date de 1978. Ça fait 50 ans. Donc, peut-être qu'il aurait été intéressant de revoir ces sujets-là. Ça fait 50 ans, je vous rappelle, je répète, ça fait 50 ans. Il va peut-être falloir qu'on se pose la question, surtout à l'heure de l'IA, à l'heure des développements technologiques fulgurants. Il va peut-être falloir repenser tout ça, Union européenne ou pas. Ça, c'est idéologique en réalité. Alors, maître Sherazade Aboub? C'est exactement ce que je vous disais. Le RGPD est en train d'être repensé justement du fait de l'arrivée massive de l'intelligence artificielle. D'une part. Par ailleurs, au niveau de l'Union européenne, il ne m'appartient pas de juger qui est bon, qui est pas bon. L'Estonie, effectivement, un modèle du numérique, d'État plateforme qui a digitalisé toutes ses administrations depuis bien longtemps. Donc, on a été observer ce qui se passait en Estonie. En France, ça fait très longtemps, c'est pas moi qui le dis, qu'on est sur une impréparation des administrations au risque de cyberattaque. On a participé à plein d'études, à plein de colloques, on ne cesse de le répéter. Donc ça, je rejoins le fait que malheureusement, en termes de préparation, on n'est pas encore bon, mais tous les spécialistes le disent, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas se réjouir qu'il y ait des avancées et qu'il y ait au moins des textes qui, avec ce qu'on est en train de vivre d'un point de vue international, dans ce contexte géopolitique, nous protègent quand même, quoi qu'il arrive. Bon, effectivement. Alors, avec l'éclairage de maître Sherazade Aboub, on y voit un peu plus clair. Et Michael Sherman, quand on essaye de finalement faire le point, on se dit qu'on est quand même à la traîne au niveau français. On est à la traîne, et puis en plus sur le débat pénal, je vois mal des magistrats condamner l'État, ou l'administration de Bercy qui décide quels deniers ils vont donner à la justice. Non, la justice est indépendante. C'est un des fondements de la République. Je vous dis pas qu'elle est pas indépendante, au contraire. Je vous dis que la justice aujourd'hui, je la vois mal condamner l'État, qui va devoir dédommager des victimes françaises en centaines de milliers, dont leurs données auraient fuité. C'est irréalisable. Vous ne croyez pas à cette... Alors, pour conclure, Louis de Kergorlet, sur cette démarche, est-ce que ça va prendre de l'ampleur ? C'est parti début de semaine, mais ça prend pas non plus énormément d'ampleur. C'est vrai que Jérémy Roche parle d'une centaine de personnes qui ont rejoint, pas plus d'informations, puisqu'évidemment pour la confidentialité des clients. Mais c'est vrai que dans son communiqué, il parle aussi, et c'est un peu la question que vous posez, la question de la jurisprudence. Est-ce qu'en fait ça va faire jurisprudence on peut poser la question, maître Sherazade Aboub. Est-ce que vous pensez, sur cette question, ça peut créer une jurisprudence? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, je pense que c'est sans doute un des buts recherchés. Alors, il y a déjà eu le cas de figures d'État dont la responsabilité a été mise en cause également à la suite de fuites de données. C'était le cas au Canada ou en Bulgarie. Donc, on a déjà des arrêts. Et ensuite, d'un point de vue purement théorique, dans la théorie du droit, il est tout à fait possible de mettre en cause la responsabilité de l'État. Dire que pour autant le recours va aboutir, c'est autre chose. Mais en tout cas, si des fautes sont prouvées, s'il est démontré qu'il y a eu des fautes commises par l'État, là, on aura une condamnation possible. Mais attention, en cybersécurité, on n'est pas sur un risque zéro. Le juge le sait, il va l'apprécier, il va regarder surtout si des mesures avaient bien été prises. Ouais, c'est vrai. Bon, ça fait peur. Enfin, maintenant, grâce à ça, je sais combien vous gagnez, Philippe Bouriaki, par mois, parce que vos données ont fuité. Voilà. Mais moi, je les ai toujours rendus publics. Ne m'inquiétez pas. Allez sur mes réseaux sociaux, vous le verrez direct. Non, le problème, c'est que c'est l'usurpation de l'identité qui peut faire des nouveaux documents, faire des emprunts à ton nom, etc. Ça fait peur. C'est vrai qu'il faut évoluer, mais ça fait peur. Moi, j'aimais bien le papier quand même. Bon, alors très rapidement, Geoffrey. Ma question finale, c'est est-ce qu'un jour on verra les responsables? Est-ce qu'on verra un jour les responsables quand même, parce qu'on paie des impôts et puis voilà quoi. Bon, très bien. Merci beaucoup, maître Sherazade Aboub, avocate associée du cabinet Allérion, avocat et spécialiste du droit numérique. Merci, Louis de Kergorlet. Vos sujets, ils sont terribles. Ça nous... On s'informe. Oui, mais ça, c'est stressant. C'est stressant aussi, cette histoire. Bon, et vous savez, comme on est stressé, on va jouer dans un instant. On va jouer, et en plus, comme on a parlé tout à l'heure, on a rigolé, on va jouer en s'amusant et en rigolant.
Ah, j'adore. Allez, c'est tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Vous avez bien débattu, eh bien vous allez bien jouer maintenant. Geoffrey Vupéro, chef d'entreprise, spécialiste des relations franco-chinoises et vraie voix ce soir. Philippe Bouriaki, conseiller régional en Ile-de-France, conseiller municipal à Orly. Troisième vice-président de France Écologie. Vous cumulez. Je cumule, mais pas les salaires. Mais vous rentrez de vacances. Ah, oui, voilà. Et puis Michael Sherman, évidemment. Alors lui aussi élu conseiller municipal, mais surtout président de l'association Engagement France Solidarité. Rebonsoir. Messieurs, vous allez être challengés par celle qui a été notre ministre, qui a été notre débatteuse et qui a ses convictions. Laurence, vous êtes là. Oui. Saint-Martin de Londres, à côté du Pic Saint-Loup. On va jouer ensemble et j'ai donné tout à l'heure le thème, les grands comiques, l'humour. Vous allez faire soit avec Geoffrey, soit avec Mickaël, soit avec Philippe. Vous allez faire équipe. Un face-à-face, 2 duos. Les premiers qui donneront 5 bonnes réponses auront gagné. Avec qui voulez-vous faire équipe, Laurence ? Allez, je vais demander au hasard, Philippe Bouriaki. Voilà, Philippe, vous avez raison parce que j'aurais fait comme vous, moi. Oui. Attention, on a été en équipe, on a gagné la dernière fois. Oui, alors attention. Attends, t'as pas compris. Et donc, Geoffrey est avec Mickaël. Voilà. Vous avez effectivement, pour un sujet sur l'humour, pris le plus drôle de tous, Philippe Bouriaki. Selon la légende. Alors écoutez bien. Vous allez écouter un grand comique français dans un extrait d'un grand film. Vous nous donnez le plus rapidement le nom du comédien, de la comédienne, et vous marquez le point. Il en faut 5. Est-ce que vous êtes prêt, Laurence ? C'est parti. Oui. On y va, premier extrait. C'est pas le conseiller clientèle qui vous parle, c'est l'artiste. Un cœur qui bat, un nez qui flaire. Poulvord ? Oui, Poulvord, bien sûr, dans Podium, c'est Bernard Frédéric. Mais français, vous avez dit humour français. J'ai dit, alors en plus j'avais mis francophone. Non, le point. Non, attends, ça, il est wallon, c'est quasiment la France. J'avais écrit francophone et j'ai ripé. C'est pour ça compte pas. J'ai ripé. Gagne le point. Mais Laurence, n'était-ce pas de ma part une stratégie pour vous faire gagner quand même ? Et la preuve. Peut-être, mais en fait, vu du sud, pour moi, il est esquimau quasiment. Donc, Bon, alors ça fait 1-0 pour le duo Philippe-Laurence. Alors il faut baisser le retour, hein. Vous êtes en haut-parleur et du coup quand je parle on dirait l'écho. Vous voyez, donc il faut baisser le retour, chère Laurence. Voilà. Et je pense que l'extrait vous l'entendrez bien de toute façon dans le téléphone. Attention, deuxième extrait, de qui s'agit-il ? Attendez, regardez le toit de la voiture, on dirait un chou-fleur. Michel Larocque. Jean-Pierre, mais non. par nous, personne regarde. Vous dites qui, Laurence ? C'est dans Les Visiteurs. C'est Valérie Lemercier. Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, voilà. Les visiteurs. Ouais, oui, mais vous ne l'aviez pas, hein, Laurence. Pourtant, il y avait. Ouais, elle est exceptionnelle dans Les Visiteurs. Hein. Oui, vous oubliez votre poncho. Voilà. Tous vos amis du conseil régional s'expriment comme ça, Philippe Bouriaki, non ? Tout le temps. Ouais, c'est la haute bourgeoisie. Bon, attention, 1 partout. 3e extrait. François, faut que tu m'emmènes à l'hosto, je crois que je me suis décollé la pleure. Excusez-nous, hein. Ne dérange pas, on avait fini. Qu'est-ce que tu racontes, toi Blanc. Oui, bien, Laurence. Michel Blanc dans Marche à l'ombre. Quand il se jette dans les bras de Gérard Lanvin, je me suis décollé la plèvre. Il nous manque énormément, Michel Blanc. Et puis ce film dit beaucoup. Il avait tellement peur de la maladie, etc., etc. Voilà. Moi, je suis toujours très ému quand il y a Michel Blanc. Attention, 4e extrait. Merde. Ça, c'est mon père. Christian Clavier. Ça, c'est les petits gars. Mon père. Les petits gars. Mon père m'emmerde. Les petits gars m'emmerdent. Merde. Pierre Richard. Oui, qui a dit Pierre Richard ? C'est Philippe Bouriaki. Philippe qui offre le 3e point au duo Laurence-Philippe. Oui, le film c'est Je ne sais rien mais je dirais tout. Vous savez, il a ces petits gars qui sont en réinsertion, il les accompagne avec son père, monsieur Gastier-Lacaze ou Dobré-Lacaze, je sais plus trop. Bref, attention, 3-1, le premier arrivé à 5 à gagner. De qui s'agit-il ? Eh oh, du calme, hein, on va pas vous manger le fond. Toi, tu Josiane Balasco. Oui, Josiane Balasco.
Alors, c'est Nuit d'ivresse. Ah, Nuit d'ivresse. Nuit d'ivresse. C'est donc pour vous aussi, Laurence, puisque c'est Philippe qui a répondu. Vous avez bien choisi votre partenaire pour l'instant. 4-1, c'est ce qu'on appelle une balle de match. Attention, de qui s'agit-il? Merci. Merci pour ton honnêteté. Merci de faire un pas vers moi. Ancolina? D'ouvrir ton cœur, ça prouve que tu as confiance en moi et ça c'est assez précieux. Rosalie, on se connaît pas bien. Bah non. Non. Je suis quelqu'un de très jaloux à la base. Mais quand je dis jaloux, c'est hyper jaloux. Un peu mytho. Alors? Ça m'a causé quelques petits soucis, mais ça va mieux. Ça fait 8 ans que je bosse beaucoup. Alors vous l'avez? Sur moi. Un mytho dans les Lyonnes, Jonathan Cohen. Alors là, pas de petits mots. Comme par hasard. Attention, Jonathan Cohen. Mais c'est pas grave, on continue. Autre extrait. Tu as raison. Oui. Non, parce que moi, quand je vais au cinéma avec ma femme, déjà on est mal assis, hein. Et puis alors après, c'est bon quoi, il faut se taper les GSM qui jouent, les gens qui discutent. Attends, parce que Foresti, c'est gagné. Laurence et Philippe, bravo. Florence Foresti dans Dickeneck où elle joue une commissaire de police exceptionnelle. Elle est phénoménale. Je suis meilleur en débat, désolé. Merci, bravo, vous avez gagné, Laurence. Merci d'avoir été notre fil rouge. Vous avez été ministre, vous avez été débatteuse et vous êtes gagnante de ce. On continuera avec les comiques d'ailleurs. On s'en garde parce qu'on avait encore des possibilités. On en fera d'autres. Merci Philippe Bouriaki, Geoffrey Vupero et Michael Sherman. Vous avez été exceptionnels. Merci Frédéric. Dans un instant, merci beaucoup. Dans un instant, les infos de 19h. Vosfactures.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, vous a présenté Les vraies voix Sud Radio.